Bonjour à tous et merci d'être présents sur cette table ronde sur comment optimiser le confort thermique et l'impact des protections solaires sur les bâtiments rénovés. Nous avons la chance d'accueillir Monsieur Hervé Lamy, délégué général du groupement Actibay, qui va vous expliquer du coup comment optimiser le confort thermique. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Il y a encore quelques places vides. J'espère qu'elles vont se remplir au fur et à mesure. Bienvenue, donc je me présente, je suis délégué général, Hervé Lamy, délégué général du groupement Actibay. Le groupement Actibay, c'est une organisation professionnelle adhérente, membre de la Fédération française du bâtiment, qui a la particularité de regrouper à la fois des industriels du secteur, environ 120 entreprises, mais également des entreprises du bâtiment qui fournissent et installent les produits qui sont fournis par nos industriels, et nous couvrons le champ de l'équipement de la baie, à l'exception de la fenêtre, donc tout ce qui est store, porte automatique, porte, portail et volet. Merci messieurs, dames pour votre présence ici. Le sujet du jour, c'est le confort thermique et l'adaptation plus globalement des bâtiments au réchauffement climatique. Juste un petit retour en arrière et un petit palmarès des années les plus chaudes. On a commencé en 2014. 2014 a été l'année la plus chaude dans le monde à l'époque lorsqu'on avait mesuré les températures. S'en est suivi 2015, qui a été également l'année la plus chaude depuis qu'on prenait des mesures de température. S'en est suivi 2016, 2017, est arrivé juste après 2018, 2019, relayé par 2020, suivi par 2021. 2022 a été également l'année la plus chaude depuis qu'on a mesuré les températures. 2023 a suivi. Et pour finir, sur le podium, 2024 a été également l'année la plus chaude mesurée sur Terre. Ça n'a pas été le cas en France sur 2024. Les températures les plus chaudes ont été enregistrées à l'échelle mondiale. Donc on sait quel est le climat futur auquel les bâtiments vont devoir s'adapter. Vous avez ici une petite infographie qui a été réalisée par Météo France et qui simule les différents climats et vagues de chaleur, qui vont avoir lieu en fonction de l'évolution des températures. Dans les petites bulles blanches, vous avez... Je ne sais pas ce que je viens de faire, j'ai appliqué black, donc c'est pas ça. Je cherchais un pointeur, il n'y a pas de pointeur. Les petites bulles blanches correspondent aux observations des vagues de chaleur qui ont déjà eu lieu entre 1947 et 2023. J'ai mis celle de 2003, vous voyez, celle qu'on a tous très très bien connue à l'époque, pour ceux les moins jeunes d'entre nous. Voilà. En jaune, vous avez la projection des vagues de chaleur qui se tiendraient en 2030 avec une France à plus 2 degrés. Le plus 2 degrés, on y est déjà en France à peu près par rapport au protocole de Kyoto. Vous avez, je n'ai pas précisé, mais sur l'axe des Y, l'intensité en température, et sur l'axe des X, les durées des vagues de chaleur. En orange, vous avez la projection toujours de Météo France à 2050 sur une France à plus 2,7 degrés. Et enfin, en rouge, vous avez la projection des vagues de chaleur pour une France à plus 4 degrés. Les calculs que l'on a actuellement fait par le GIEC et Météo France, c'est cette trajectoire-là. C'est-à-dire qu'on se projette à une fin de siècle avec une France à plus 4 degrés par rapport au référentiel. Et donc, vous voyez sur cette infographie les vagues de chaleur qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Donc, on connaît parfaitement la trajectoire du climat auquel on va devoir faire face dans les prochaines années. On a fait un petit sondage il y a 2 ans de ça auprès d'un modèle représentatif des Français fait par Ipsos, et on avait, ce sondage avait montré que 69% des Français âgés de 18 ans et plus déclaraient déjà souffrir de températures trop élevées dans leur logement, et 3 Français sur 10 indiquaient qu'ils en souffraient de plus en plus souvent.
Ce sujet-là, en 2022, quand on l'a abordé, c'était un petit peu nouveau. C'était un sujet qu'on développait pas beaucoup. Et depuis, on a eu plusieurs rapports, dont celui de la Fondation Abbé Pierre, tant qu'elle s'appelle comme ça, qui a été publié l'année dernière, un premier rapport, et un deuxième rapport cette année, qui parle de bouilloire thermique. Donc, c'est la précarité du logement sous l'angle de la chaleur, non plus sous l'angle des problèmes de chauffage. Donc, ce sujet est en train de devenir prégnant dans la conception des bâtiments pour différentes raisons. L'une des raisons, c'est l'un des petits graphiques que vous avez à la droite de votre écran. Ce petit graphique, il est tiré d'une étude européenne. Je ne vais pas vous le détailler, je n'aurai pas le temps, mais simplement, ça montre l'évolution du taux de décès en fonction de la température. Vous avez, lorsque c'est la courbe qui est bleue, l'évolution du taux des décès lorsque la température est froide, et en rouge, l'évolution des décès enregistrés lorsque la température est élevée. Donc on voit que ce sujet d'adaptation des bâtiments à la surchauffe, c'est un enjeu avant tout sanitaire. Comment on va pouvoir habiter et rester dans ces logements de manière confortable. L'autre enseignement que l'on a de différentes études, c'est l'une qui est tirée du rapport des comptes, du rapport de la Cour des comptes de 2024, qui indique que 80% du parc immobilier est inadapté aux risques liés à l'augmentation de la fréquence, de l'intensité des pics de chaleur. Et l'autre étude qui a été menée par nos amis Guigness, ici présents, qui conclut que 21 millions de logements exposés à 21 millions de logements seront exposés à au moins 20 jours de vagues de chaleur dès 2030. Enfin, l'une des conséquences que l'on peut avoir de cette augmentation et de ce sujet, la solution de facilité, ça peut être j'installe un système qui produit du froid, j'installe une climatisation. Les différents chiffres qu'on a explosent, j'en ai tiré quelques-uns, mais il y en a énormément. Rien qu'en France, les chiffres de l'ADEME montrent qu'entre 2016 et 2020, on est passé d'un taux d'équipement de 14% à 25%. Ça, c'est en France. À l'échelle mondiale, il se vend 10 appareils par seconde. 10 appareils de climatisation par seconde. Donc à ce rythme-là, l'autre problématique qui va arriver, c'est comment on arrive à subvenir à ces besoins énergétiques, comment on va pouvoir concevoir des bâtiments qui vont à la fois être confortables sur le plan thermique et sobres sur le plan énergétique. Bon, je passe, c'est d'autres chiffres. Donc, le sujet que nous avons à traiter, la thématique que nous avons abordée à l'avenir, c'est comment concilier l'habitabilité des logements et la sobriété énergétique pour tous les enjeux que je vous ai présentés. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite. On fera un petit temps de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Qu'est-ce qu'on a dans la réglementation? Quels sont les textes qui s'appliquent en France? Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la RE 2020, la RE 2020 intègre depuis donc 2021, depuis sa mise en place dans les logements, un critère de confort thermique. Ce sont les fameux degrés-heures réglementaires au-delà desquels un bâtiment neuf ne peut pas être construit, ne peut pas être réalisé. L'enjeu dans les bâtiments, dans le parc immobilier, il n'est pas sur les bâtiments neufs. Le taux de renouvellement lié aux bâtiments neufs, c'est à peu près 1% du parc immobilier qui est renouvelé sur les bâtiments neufs. Les 99% restants, c'est du bâtiment existant. Donc l'enjeu d'avenir sur cette question de confort thermique et de sobriété énergétique, il est sur les bâtiments existants. Nous nous sommes battus pendant plusieurs années pour intégrer cette notion de confort thermique dans les différentes mesures d'incitation à la rénovation énergétique. Jusqu'au 1er janvier 2024, il n'y avait strictement rien dans les mesures d'incitation à la rénovation énergétique.
et notamment dans MaPrimeRénov', pour inciter les propriétaires, les occupants des logements, à envisager des travaux qui leur permettraient d'améliorer leur confort thermique sans avoir recours à un système actif de production de froid et donc consommateur d'énergie. Depuis le 1er janvier 2024, on a une petite mesure qui est venue s'intégrer dans MaPrimeRénov', qui intègre la possibilité de couvrir les travaux liés au confort thermique des logements, à savoir l'installation de protection solaire et de brasseurs d'air, uniquement lorsque l'on fait des rénovations d'ampleur. Vous savez que dans MaPrimeRénov', il y a 2 volets. Le volet rénovation par geste unique et le volet rénovation d'ampleur. Donc l'administration, les pouvoirs publics ont enfin pris en compte cette condition et ce critère de confort thermique, mais à notre sens de manière insuffisante, puisqu'il faut faire une rénovation d'ampleur pour y avoir droit. Grâce à nos amis d'Ignes, nous avons ici le nombre d'actions réalisées en lien avec cette installation de brasseurs d'air ou de protection solaire depuis le début de l'année. Vous voyez que pour ce qui concerne les protections solaires, on arrive brillamment à 38 opérations d'installation de protection solaire sur 20 463 rénovations d'ampleur. Autant dire rien. Il y a plein de raisons qui font que ce chiffre est trop bas. Il y a plein d'autres facteurs qui font qu'on n'arrive pas à faire en sorte que ça se développe. Mais le constat est là, il n'y a pas assez d'incitation à intégrer cette notion de confort thermique dans la rénovation des logements. On a également, il y a 2 ans, initié une lettre ouverte avec plusieurs syndicats professionnels pour tenter de faire en sorte que cette question soit intégrée dans les politiques publiques de rénovation. On a partiellement réussi, on l'a vu tout à l'heure avec MaPrimeRénov' en rénovation d'ampleur. Néanmoins, il reste beaucoup à faire. Voilà, c'était mon propos introductif sur le contexte. Une météo, un climat qui se réchauffe, des logements existants beaucoup plus importants que le neuf, un sujet complexe, un petit peu mis de côté par l'administration et donc une insuffisance prise en compte de ce sujet dans les politiques publiques de rénovation. Maintenant, je souhaiterais faire un petit focus sur les solutions que je développe, que je représente au sein du groupement Actibay, pour vous présenter comment des solutions courantes qui existent déjà, qui sont tout autour, peuvent contribuer de manière très importante à participer à optimiser le confort thermique des logements. Petite introduction sur le sujet, il est hors de question de dire qu'on va se passer de la climatisation partout. On aura besoin de systèmes de climatisation dans certaines zones géographiques, pour certaines populations, en fonction de certains critères liés au bâtiment. Donc on n'est pas du tout anti-clim. On est exactement dans la même démarche que les matériaux isolants par rapport au chauffage. On n'imagine pas installer une chaudière dans un bâtiment qui n'est pas isolé préalablement. On ne devrait plus, à l'avenir, imaginer installer un système de climatisation dans un bâtiment pour lequel on n'a pas fait tout ce qui était possible de faire sur l'enveloppe pour diminuer le plus possible les consommations de climatisation. Donc tout ça est tout à fait complémentaire. J'insiste là-dessus. Maintenant, j'en arrive à une étude que nous avons menée il y a 2 ans avec Pouget Consultant sur 2 types de logements qui ont fait l'objet d'une rénovation globale niveau BBC. Et donc, on n'a pas uniquement traité la partie confort thermique, on a aussi rénové l'ensemble du bâtiment. C'est important puisqu'on se projette dans un schéma de rénovation d'ampleur, de rénovation globale. Et parfois, une rénovation globale peut aussi détériorer le confort thermique. On va étanchéifier un peu plus le bâtiment et ça peut être un critère qui détériore le confort thermique.
Ce que nous avons fait, pardon, je reviens en arrière, on a donc étudié un bâtiment collectif et une maison individuelle dans les 3 zones climatiques de la France. Vous en avez un peu plus à l'écran, mais les H1A, H2B et H3 que vous connaissez. Et on a testé différents types de protection solaire et différents types de scénarios de contrôle des protections solaires pour évaluer leur impact sur le critère de confort thermique de ces logements. On a testé ces différentes configurations, donc différents types de produits, des volets roulants, plus ou moins perméables. Vous avez des produits, vous les avez derrière, hein, des volets qui peuvent être plus ou moins perméables. La perméabilité du volet va vous permettre d'optimiser le rafraîchissement nocturne et donc d'avoir un petit peu plus d'efficacité pour le confort thermique. On a également testé différents types de gestion des protections solaires. Vous savez qu'un volet, un store peut être mis en œuvre de manière manuelle, purement manuelle, de manière motorisée avec une télécommande ou de manière automatique. Et vous avez dans la 3e colonne, la 4e colonne, des exemples de types d'occultation qui correspondent à ces critères et les taux de perméabilité qui correspondent à ces critères. Ce que nous avons fait tout simplement, c'est que nous avons regardé, donc d'abord dans un logement collectif, quelles étaient l'efficacité de ces protections solaires sur le critère de confort thermique, donc ces fameux degrés-heure. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les degrés-heure. En 2 mots, le critère de degrés-heure, c'est l'accumulation des températures supérieures à un niveau de confort défini préalablement, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout au long de l'année. Donc par exemple, si on a une température intérieure de 30 degrés, la température de confort va être de 28 degrés, on a 2 degrés d'écart. Voilà. Et si l'heure suivante, on a une température de 31 degrés à l'intérieur, 31 moins 28, ça fait 3 degrés. Les 3 degrés plus les 2 degrés de l'heure qui précède, ça fait 5 degrés heure. Et on fait ce calcul tout au long de l'année. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Je vais vous parler en relatif, mais ça permet de vous comprendre quel est le critère qu'on a utilisé. Le schéma de base qu'on a utilisé, c'est le volet manuel peu perméable. C'est la première ligne. C'est ce qui existe le plus courant, le plus simple. Quand on regarde la partie sans occultation, imaginons qu'on avait un logement collectif dans lequel on n'avait pas mis du tout de store. Ce que l'on voit, c'est qu'en fonction de la zone géographique, on aurait détérioré le confort thermique entre 56 et 67%. Donc, pour faire court, le fait simplement d'installer une protection solaire dans un logement collectif par rapport au même logement non équipé de protection solaire permet d'améliorer le confort thermique entre 56 et 67%. Quand on va regarder l'impact de l'utilisation du volet, donc on a ici 2 volets identiques, peu perméables, mais l'un est motorisé, l'autre est automatique. Vous voyez que le volet motorisé, il va améliorer par rapport à un volet manuel le critère de confort thermique entre 6 et 12%. Donc entre motorisé et manuel, on gagne entre 6 et 12%. Quand on passe à l'automatisme, toujours par rapport à un fonctionnement manuel, on va encore améliorer le confort thermique entre 32 et 40%. Donc vous voyez que le jeu, c'est 1 d'installer, mais 2 d'utiliser correctement le produit. Maintenant, quand on regarde l'impact de la perméabilité, je vais aller vite, vous avez tout ça à l'écran. Vous voyez que la perméabilité du produit permet également d'améliorer le confort thermique. Là, on a des volets perméables, donc ça peut être un BSO par exemple, comme vous en avez derrière. Par rapport à un volet peu perméable, on va également améliorer le confort thermique
entre 11 et 24% en fonction du degré de perméabilité. Je ne vais pas détailler ça. Et donc l'optimum que l'on peut avoir en termes de confort thermique, on l'obtient avec un volet automatique perméable supérieur à 50%. Et là, par rapport à un volet manuel peu perméable, on améliore entre 37 et 41% le confort thermique. Donc vous voyez que de manière assez simple, avec des produits qui existent, qui sont sur le marché, que vous avez tout autour de vous, on arrive relativement simplement à largement améliorer le confort thermique de ce logement collectif. Je vais faire court pour la suite parce que le schéma est le même. Bon, on a les calculs de climatisation, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si le bâtiment avait été climatisé, vous avez ici les économies d'énergie de climatisation qu'on aurait générées. Ce n'est pas mon propos principal, c'est vraiment sur l'idée, c'est d'éviter d'avoir recours à la climatisation. Là, vous avez les mêmes résultats que précédemment, mais pour une maison individuelle. On est à peu de choses près sur les mêmes critères. Vous voyez que une maison équipée de volets manuels peu perméables, on améliore grâce aux volets entre 38 et 39% le critère de confort thermique. Pareil sur la partie fonctionnement entre motorisé et automatique. Et automatique, oui, on améliore par rapport à un volet manuel à peu près 4% sur la motorisation et entre 21 et 25% le confort thermique du logement pour un volet automatique. Et pour la perméabilité, même schéma, entre 9 et 12% d'amélioration sur la perméabilité, l'optimum étant obtenu pour un volet automatique perméable entre 19 et 20% de fonctionnement. Je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, le message qu'on souhaite passer. Là, c'était la clim. Ah oui, avant de passer sur les messages que l'on souhaite faire passer, j'imagine que certains vont me dire « Ah oui, c'est bien gentil votre truc, mais vous avez fait des simulations, vous avez optimisé tout ce que vous pouviez optimiser, et en fait, on n'obtient jamais ces résultats. » On a la chance en région parisienne d'avoir une mairie, la mairie de Poissy, qui a décidé de rénover l'ensemble de ces 15 écoles. Et le challenge qui s'était posé, c'était de ne pas installer de système de climatisation. Vous avez ici en haut l'école avant travaux, avec uniquement des protections solaires intérieures de qualité discutable. Et en dessous, la même école, donc on n'a rien changé sur le reste, c'est les mêmes menuiseries, on a simplement été installer des stores zip. Vous avez sur la photo de tout à droite les stores zip, donc la vue vers l'extérieur, alors que les stores zip sont baissés. La mairie a eu l'intelligence de faire des mesures sur cette école. En 2022, il faisait 38 degrés à l'extérieur au mois de juillet. Et vous avez ici les températures mesurées à l'intérieur des classes. Une classe qui n'était pas équipée de store, la température intérieure était de 32 degrés. Et une classe équipée de store, et la température intérieure mesurée était de presque 27 degrés. Donc vous voyez qu'on arrive à baisser entre l'extérieur et l'intérieur à peu près de 11 degrés. Et surtout, on arrive à baisser la température de la classe de 5 degrés entre une classe non équipée de store et une classe équipée de store. Donc, tout ce que je vous ai raconté avant sur les calculs se vérifie expérimentalement par mesure. D'où l'importance d'appliquer ces solutions simples, basiques, qui existent, mais qui sont trop peu reconnues dans la rénovation. Donc nos messages, je les mets au fur et à mesure. C'est des choses que nous, en tant qu'organisation professionnelle, on fait passer au niveau des pouvoirs publics. Il faut d'abord sensibiliser les ménages. Je pense que tous les logements sont à peu près équipés, ou s'ils ne sont pas équipés, peuvent être équipés de protection solaire. Autant faut-il bien les utiliser. Donc il faut vraiment marteler sur le fait qu'une bonne utilisation permet
d'avoir un très bon confort. Ce que nous demandons également, c'est d'intégrer la protection solaire dans MaPrimeRénov' par geste. Alors, les discussions budgétaires actuelles ne nous incitent pas à l'optimisme, mais il nous paraît essentiel que cette question de confort thermique soit traitée au même niveau que les économies de chauffage dans les logements. Il nous faut également fiabiliser la méthode du DPE et intégrer le confort d'été dans la définition de la rénovation performante. On ne doit plus traiter uniquement des consommations de chauffage, on doit également intégrer cette notion dans la définition d'une rénovation performante. Et enfin, on souhaite avoir une fiche certificat d'économie d'énergie sur ce sujet. Je vous passe les détails, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à consulter ce site qui s'appelle Calypso, que nous avons créé à destination des professionnels, mais tout le monde y a accès. Et sur ce site, vous pourrez tester, ce n'est pas une maison, c'est une pièce, avec ou sans store, manuel, motorisé. Vous pouvez changer le type de store, vous pouvez changer la couleur. Et cet outil vous donne l'écart, les différences en termes de degrés-heure, de confort thermique, tout ce que je vous ai présenté là, un peu au choix. Vous pouvez choisir votre orientation, vous pouvez choisir votre zone géographique. Donc quand vous êtes en discussion avec un client, avec un architecte, etc., vous pouvez aussi utiliser cet outil pour votre argumentaire. Et enfin, oui, alors ça c'était sur Calypso. Alors je passe vite parce qu'il ne me reste plus que 3 minutes. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur le stand du pôle fenêtre qui est dans le hall 6. Et on a mis en place un démonstrateur qui permet d'expliquer de manière pédagogique l'utilisation optimale des protections solaires et les performances dont certaines sont tirées de la présentation que je viens de faire. Donc je vous invite à aller sur ce stand. Et on a également ajouté un démonstrateur sur le confort visuel, parce qu'on a beaucoup parlé thermique, mais il y a aussi un sujet très important en logement, mais aussi et surtout en tertiaire, c'est l'optimisation de la lumière naturelle, c'est le confort visuel des occupants. Et là aussi, les protections solaires ont un rôle à jouer. Et on vous a présenté, il y a des produits en démonstration pour vous présenter ce sujet. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce stand du pôle fenêtre dans le hall 6. Voilà, vous avez mes coordonnées. Merci beaucoup pour votre attention. Il reste 1 minute 50. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ma présentation. J'ai été très rapide, ça a été très dense, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, un grand merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Mais formidable. Ah ben voilà. Pour la différence entre les stores perméables, les volets perméables et non perméables, est-ce que vous avez considéré que les volets étaient ouverts la nuit ou est-ce que vous avez considéré des contextes dans lesquels on ne va pas oser le faire si on n'a pas un volet qui assure un minimum de protection? Alors justement, c'est là où la perméabilité joue. Et donc on a considéré qu'en fait, quand la nuit, alors il y a des questions de protection des biens et d'anti-effraction, enfin de dissuasion, hein, parce qu'on est bien d'accord que voilà. Donc effectivement, le produit est considéré dans sa version perméable. Donc effectivement, c'est la nuit que ça joue sur le rafraîchissement nocturne. Donc lorsqu'on a des ajours dans les volets, par exemple celui-là derrière, vous en avez, des petits ajours, on va considérer que les ajours sont ouverts. Donc dans le calcul du confort thermique, donc c'est dans la semaine de canicule qui est considérée dans le calcul, les volets vont être considérés semi-fermés pour que la perméabilité joue. Parce que s'ils sont fermés totalement, ils sont totalement imperméables. Donc évidemment, la perméabilité est prise en compte pour le rafraîchissement nocturne. Ah.
Alors, je peux rebondir. Donc, vous trouviez que l'effet était très faible? Oui, d'où ma question, parce qu'en fait, on voit un gros effet de la motorisation, mais enfin, de la motorisation, pardon, de l'automatisation, mais l'effet du percement m'a semblé faible. Donc, du coup, je me suis posé la question comment le comparer. C'est comme ça que c'est considéré sur les résultats. Alors, ce qui peut jouer, c'est peut-être que sur ces périodes très très chaudes sont peut-être plus courtes parce que là, sinon, c'est les degrés heure, c'est calculé tout au long de l'année. Donc voilà, peut-être que l'effet est là, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, la perméabilité joue sur le rafraîchissement nocturne, ça c'est certain. D'autres questions? Merci beaucoup, Monsieur Lamy, pour cette intervention. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Madame Ludivine Ménès et Monsieur Nicolas Caillot pour qui nous parleront des bénéfices fenêtres. Merci beaucoup.